de demain est-il sécurisé? Donc aujourd'hui, autour de la table ronde, nous avons Laurent d'Actia, Valérie de SFR et David de Synactive, et moi-même qui vais animer cette table ronde. Donc je vais donner la parole en premier à Laurent pour qu'il se présente, puisque Laurent représente, on va dire, la partie produit, et que nos deux autres interlocuteurs sont plutôt sur la partie service. Donc, bonjour, Laurent Coscuela, je suis ingénieur cybersécurité chez Actia. À la présentation précédente, Actia a déjà été présenté, mais je vais rapidement redire. Donc Actia, nous fournissons des produits et services pour le domaine du véhicule, alors domaine automotive plus généralement, c'est-à-dire tout ce qui va rouler sur la route. On va trouver les véhicules légers, bien que ce n'est pas notre domaine de prédilection, uniquement sur les parties diagnostiques, mais plutôt sur les trucks, les bus et également les véhicules spéciaux, les engins de chantier, les engins agricoles. Voilà, donc nous sommes fournisseurs de calculateurs électroniques embarqués qui servent à assurer les fonctionnalités dans ces véhicules. Nous fournissons donc ces calculateurs et également certains services associés à ces calculateurs. Nous faisons toute la partie études, design, conception et également fabrication, puisque nous avons des sites industriels de fabrication de nos produits. Et donc nous intervenons en tant que Tier 1 pour des constructeurs européens, voire mondiaux, dans le domaine du véhicule roulant. Voilà. Donc, Valérie, on va peut-être pas faire l'affront de présenter complètement SFR, mais vous allez nous dire ce que fait SFR pour les véhicules. Absolument. Donc non, c'est peut-être pas la peine de présenter SFR. Juste quand même dire qu'on intervient sur tous les réseaux, qu'ils soient fixes ou mobiles. On est en même temps intégrateur de solutions et de solutions de cybersécurité. Donc moi, j'ai réintégré SFR en 2019, après une période internationale chez Vodafone. Je me suis tout d'abord intéressé depuis 18 mois à la partie IoT. Donc, et ensuite, je me suis dit que les télécoms, c'est quand même assez génial et que je suis passé sur la 5G parce qu'il y a tout à faire sur la 5G, il y a tout à créer, il y a tout à imaginer et c'est quelque chose de passionnant, donc avec 3 axes qui vont être les réseaux privés, par exemple, la 5G, la vraie 5G qui va arriver fin 2023 et qui va prendre tout son sens, notamment quand on va parler des véhicules connectés, des véhicules autonomes. Et puis toute la partie IoT aussi, puisque les objets vont devenir de plus en plus intelligents, il va falloir qu'on sache les gérer. Donc 2 petits constats aussi, c'est il n'y a pas de projet de digitalisation, de numérisation sans connectivité. Donc c'est là où nous intervenons. Et puis le deuxième constat, la 5G, et la vraie 5G notamment, a été conçue pour les entreprises et notamment pour les objets connectés dont les véhicules font partie. Et David Et donc moi, je travaille chez Synactive. On conduit des analyses de sécurité sur tout type de produits, dont des calculateurs automobiles. Donc j'ai une vision un peu restreinte du sujet qui est vraiment celle de l'attaquant. Voilà. Récemment, j'ai participé à une compétition où Tesla proposait de tenter d'attaquer ses voitures. Et donc avec un collègue, on a réussi à rentrer dans une voiture et montrer ce qu'on pouvait faire derrière. Voilà. Donc on en reparlera sur ce sujet très intéressant un peu plus tard. Et donc moi je me présente, je suis Emmanuel Pratt, je suis co-animateur de la commission sécurité de la mêlée et je suis consultant GRC chez Airbus Protect. Donc par rapport à notre sujet, on a évoqué rapidement les véhicules connectés, les véhicules autonomes. Pour qu'on soit bien d'accord, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, on va détailler ce que c'est qu'un véhicule connecté et la différence avec un véhicule autonome. Et on verra également ce que représente la notion d'autonomie, parce que c'est un mot assez général, mais on va le voir un petit peu après, il y a un certain nombre de niveaux dans l'autonomie. Donc je vais les détailler. Pour revenir sur les véhicules connectés, en matière de cybersécurité, c'est un petit peu ce qui a amené le domaine de l'automobile à prendre en compte les aspects cybersécurité, la plus grande connectivité des véhicules qui est arrivée petit à petit.
Alors là, tu dois connaître un petit peu. Ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est il y a quelques années, il y a des gentils hackers qui ont réussi à rentrer dans le système pour ne pas la nommer, c'était la Jeep Cherokee, qui ont réussi par ce qu'on appelle une vulnérabilité, enfin même plusieurs, à se connecter directement aux fonctions du véhicule en rentrant par le système d'infotainment, puisque c'est un des systèmes de connectivité sur les véhicules maintenant. Donc en fait, ils ont fait ça juste pour prouver que la cybersécurité des véhicules n'était pas assurée. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, les véhicules, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce sont des vraies gruyères, hein, avec énormément de points d'entrée. Même si le domaine de l'automobile ne prenait pas trop en compte ces notions de sécurité parce que les attaques et les domaines d'attaque étaient assez discrets, c'est-à-dire qu'on pouvait attaquer un véhicule en l'ouvrant et en allant tripoter les calculateurs. On ne faisait pas grand mal. À la limite, on arrivait à récupérer des données, mais ça s'arrêtait là. La connectivité de plus en plus forte des véhicules a amené justement à prendre en compte la cybersécurité, puisque attaquer un véhicule seul pour essayer de récupérer un secret ou le mettre à mal, c'est pas la même chose qu'attaquer une flotte de véhicules à distance depuis son salon et pouvoir prendre la main directement sur les fonctions du véhicule. C'est ce qui s'est passé pour la Jeep Cherokee, où en gros ils ont utilisé un collègue à eux en termes de cobaye, ils l'ont mis dans le véhicule et ils lui ont dit vas-y roule. Et puis ils ont pris à distance le contrôle du véhicule, donc la direction, l'accélération, le freinage, la radio, enfin tout ce qui est connecté à l'intérieur d'un véhicule, tous les calculateurs connectés à l'intérieur du véhicule. Donc là, évidemment, Jeep a réagi, et c'est à partir de là qu'il y a eu un certain nombre de réflexions sur la cybersécurité des véhicules, que ce soit aux États-Unis, mais ensuite c'est arrivé également en Europe. Et on en a parlé précédemment, il y a maintenant une réglementation qui va être applicable à tous les fabricants de véhicules routiers. Donc ça ne va pas concerner par exemple aujourd'hui tout ce qui est off-highway, c'est-à-dire les véhicules de chantier ou les véhicules agricoles, mais ça ne saurait tarder. Mais par contre, tout ce qui est transport de biens et de personnes vont être concernés par cette réglementation, qui est applicable maintenant depuis juillet cette année. Donc voilà. Et donc cette connectivité, si on rentre un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de connectivité sur un véhicule, alors j'ai mon pense-bête, mais en gros, vous avez un certain nombre d'éléments maintenant qui sont présents dans les véhicules, comme par exemple les smartphones, qui peuvent communiquer avec les fonctions du véhicule. Vous avez quelque chose que nous, on connaît bien chez Actia, c'est la prise OBD, c'est-à-dire la prise de diagnostic, qui permet d'aller récupérer un certain nombre de données et d'avoir accès à des fonctions du véhicule. Donc ça, c'est primordial, c'est un média de communication très, très, très puissant pour entrer dans un véhicule. Vous avez des modules Bluetooth, vous avez des systèmes de radio numérique. La Jeep Cherokee, c'est par là, par exemple, qu'elle avait été hackée. Vous avez également tout ce qui est système de communication en champ proche, comme les déverrouillages de véhicules, où il y a moyen, par des signaux radio, là, tu dois bien connaître, de rentrer dans le véhicule et éventuellement de trouver le code de déverrouillage pour partir avec le véhicule. On parlera d'autres choses après. Vous avez également les modems Internet embarqués. Maintenant, vous avez des véhicules qui se connectent à Internet. Donc, je vous laisse imaginer à peu près la portée d'attaque possible sur ces véhicules, des routeurs Wi-Fi, des ports USB, etc. etc. Donc, le véhicule connecté, c'est ça. C'est un véhicule qui a un certain nombre d'équipements et qui va se connecter, alors soit localement à des systèmes intelligents, soit à distance sur des serveurs web, des choses comme ça, qui lui permettent de décharger des données, récupérer des données. Donc vous imaginez bien que si on revient sur la cybersécurité, s'ils sont mal protégés, ces systèmes, tous ces calculateurs dans les véhicules, ça fait des entrées faciles pour les hackers pour pouvoir prendre la main sur le véhicule, éventuellement
Après, les conséquences sont nombreuses, hein. Ça peut être de l'accidentologie, mais ça peut être aussi nuire à l'image de marque du fabricant. Enfin, les conséquences peuvent être nombreuses et variées. Et c'est pour ça qu'on parle de cybersécurité maintenant de plus en plus sur les véhicules, de par le fait qu'ils soient de plus en plus connectés et communicants. Donc ça, c'est le véhicule connecté. Donc le véhicule connecté, si je résume, on a plein de technologies sans fil sur le véhicule, donc plein de possibilités de jouer quand on veut attaquer le véhicule. Et on a aussi, une fois qu'on physiquement on est proche ou dans le véhicule, plein de ports qu'on peut utiliser pour se connecter à nouveau et aller trifouiller dans le système. Donc David nous parlera un peu plus de ses terrains de prédilection quand il teste les systèmes. Mais du coup, sur la partie radio, au niveau opérateur, peut-être que Valérie, tu as quelque chose à nous dire. Comment ça se passe? Comment tu vois les choses? Alors nous, la façon dont on voit les choses, alors ce véhicule, qu'il soit connecté ou autonome, il va interagir avec beaucoup d'écosystèmes autour de lui. Donc il va interagir avec les piétons, il va interagir avec son infrastructure, il va interagir avec d'autres véhicules, même si là, il n'a pas vraiment besoin d'un opérateur pour le faire. Il va pouvoir interagir avec le réseau électrique également. Par le biais de capteurs, par le biais d'intelligence embarquée, comme en parlait Laurent, et puis aussi de machine learning. Donc, encore une fois, l'intelligence va s'accroître au fil du temps. À partir du moment où la donnée doit être transférée vers un serveur, notamment, donc elle touche un réseau, si possible un réseau mobile, et si possible un réseau mobile SFR, qui soit 4G pour le véhicule connecté ou 5G pour les futurs véhicules autonomes. Et à partir de ce moment-là, donc cette donnée qui va transiter, qui va être acheminée par un opérateur mobile, va être sécurisée, on le verra un tout petit peu plus tard. Et puis, à la fin, sur la partie du port de collecte et du serveur, je vous inviterai juste à rester après cette conférence, puisqu'il va y avoir un atelier sur une solution de protection par des solutions IP, donc Next Gen SOC de SFR, qui vous montrera un peu comment on peut, à partir du moment où la donnée touche un réseau, on peut la faire transiter et la sécuriser jusqu'au bon. Et juste une dernière chose, donc ce véhicule, il va faire partie d'un dispositif de mobilité intelligente dans la ville, donc ce ne sera pas seulement le véhicule, ce sera aussi les vélos, les bus, les trottinettes à côté. Et c'est tout cet écosystème qu'il va falloir protéger. Donc des réseaux de plus en plus fiables et de plus en plus rapides. Absolument. Donc on a quand même quelques spécificités sur les réseaux 5G SA. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un réseau 5G standalone. En tout cas, aujourd'hui, la 5G qui est délivrée, on a amené essentiellement du débit en France sur un cœur de réseau 4G. À partir de fin 2023, des offres de 5G sur un cœur de réseau 5G vont être commercialisées. À partir de ce moment-là, on va avoir à peu près 5 critères majeurs qui vont alimenter la 5G. Donc la latence. La latence, c'est la réactivité à partir du moment où on envoie une information et qu'on la récupère. On parle d'une latence de 1 milliseconde sur un segment radio. Alors juste pour remettre un peu dans le contexte, nous en tant qu'humains, on est censé avoir une réactivité de 75 à 125 millisecondes. Moi perso, très réveillé le matin, j'ai une réactivité de 250 millisecondes. Donc merci Laurent. Je suis autour de la minute, et moi ça va le matin. Voilà. Non, je ne pourrais pas être autonome. Et l'intelligence artificielle, pour fonctionner, c'est 80 millisecondes. Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y a un humain dans un processus bout en bout, ça peut mettre un peu la pagaille dans ce processus en question. Donc il y a la latence, il y a les débits, on parle de 10 à 20 gigabits par seconde sur la 5G. En ressenti, on sera plutôt à 1 gigabit par seconde. Après, ce sera largement suffisant pour qu'un véhicule puisse connecter. Fiable, tu l'as dit, 99,99999, donc 5 chiffres après la virgule en termes de disponibilité du réseau. C'est ce qu'on attend en théorie. On a aussi la mobilité, alors ça peut paraître bête, en 5G on arrivera à transmettre des informations jusqu'à 500 km/h. Nous on a fait l'expérience sur les 24 heures du Mans où on a un petit boîtier de télémétrie sur des véhicules qui à chaque tour des 24 heures du Mans bien sûr ne s'arrêtent pas et transmettent à plus de 200 km/h. Donc ça c'est aussi très important. Et puis la densité, alors on parle de 1 million de connexions simultanées par kilomètre carré. Ça peut paraître énorme, mais sur une zone très dense, en France, on est à 5 à 10 objets connectés par personne. En Chine, ils sont déjà à 50 ou 100. Donc vous imaginez, à partir du moment où tous ces objets connectés vont communiquer dans le background. Et donc là, c'est là où ça prendra tout son intérêt. Très bien. Donc on a affiché un petit peu, quand on parle
de véhicules autonomes. On parle de différents niveaux de véhicules autonomes. Laurent, tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, le 5G est une bonne introduction sur le véhicule autonome par rapport aux véhicules connectés. Un véhicule autonome va être également extrêmement connecté, non seulement avec les capteurs qu'on a vus tout à l'heure, mais il va y avoir des capteurs additionnels, puisque un véhicule autonome, et on va en parler, va être à la fin du fin capable de se diriger tout seul en ayant une connaissance de son environnement. C'est ce qu'on appelle le V2X pour véhicule tout environnement. Alors, le V2X, X étant... non, reviens s'il te plaît, juste avant. X étant, par exemple, l'infrastructure, étant la météo, étant des systèmes de météo, des systèmes d'infrastructure, des systèmes V2C, par exemple, c'est V2V, véhicule to véhicule, donc des capacités de communication avec le véhicule qui le précède ou les véhicules qui sont autour de lui. Et c'est ce qui va amener une complexité encore plus forte, notamment en matière de cybersécurité, puisque vous imaginez bien que ce genre de communication autour du véhicule avec son environnement, si jamais il y a des perturbations ou des tentatives de hacking sur ce genre de fonction, vous allez arriver très vite à une accidentologie forte, puisque il suffit par exemple, je vais prendre un exemple, un véhicule connecté qui aurait par exemple un véhicule de secours qui aurait la capacité d'avoir tous les feux verts pour aller plus vite et donc de communiquer avec les feux rouges pour pouvoir les faire passer au vert. Imaginez des tentatives de piratage sur ce genre de système. Vous voyez à peu près ce que ça peut faire en cas de prise en main sur le système. Donc, maintenant, quand on parle d'autonomie, et c'est là où la présentation prend tout son sens, ce que je vous ai dit, l'autonomie, c'est en fait... Ouais, c'est celui-là, là. C'est bien. C'est 6 niveaux d'autonomie parce que on peut pas dire aujourd'hui, quand on parle de véhicule autonome, tout le monde imagine quelque chose qui fonctionne tout seul. Ça, c'est le niveau 5 et on va y venir. Mais aujourd'hui, par exemple, la plupart des véhicules sont de niveau 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autonomie, aucune assistance. Tout est réalisé par le conducteur. Donc ça, c'est le premier niveau. Même si ce n'est pas de l'autonomie, c'est qualifié comme un premier niveau d'autonomie, le niveau 0. Donc là, sur ce type de véhicule, il n'y a aucune aide à la conduite, aucune assistance à la conduite qu'on peut trouver sur des véhicules de niveau 1. Donc ce sont des véhicules avec de l'assistance à la conduite. Donc ça veut dire que le conducteur... peut avoir des assistances de type contrôle longitudinal, c'est-à-dire la vitesse et la distance avec les véhicules qui le précèdent, ou du contrôle latéral, comme par exemple du positionnement par rapport à de la ligne blanche ou de la ligne continue. Donc mais ça ne reste que de l'aide à la conduite. En anglais, ce qu'on appelle aussi eyes on and on, c'est-à-dire les yeux sur la route et les mains aussi sur le volant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on connaît classiquement. Je pense qu'on en est là à peu près sur des véhicules modernes aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des régulateurs de vitesse, des radars de franchissement de ligne, des freinages automatiques d'urgence, des avertisseurs de collision, mais à ce niveau-là, l'humain est présent à 100% pour la conduite, ce n'est que de l'aide. Donc ensuite on va avoir le niveau 2. C'est une automatisation partielle du véhicule. Donc là, c'est eyes on and off, c'est-à-dire que le conducteur garde quand même les yeux sur son environnement, mais il n'est plus obligé de maîtriser le volant, et c'est le véhicule qui prend le contrôle. Donc tout ce qui est contrôle longitudinal, latéral, il reste cependant le conducteur responsable de la supervision du véhicule. Et il est capable de reprendre le contrôle total si nécessaire. Donc ce sont des assistances, et ça va parler à tout le monde, de type régulateur de vitesse adaptatif. Ce sont des régulateurs qui sont capables d'ajuster la vitesse en fonction du véhicule qui va précéder, ou du maintien dans la voie, c'est-à-dire que dès qu'on lâche le volant et qu'on commence un peu à partir sur le côté, le véhicule va nous remettre dans la bonne direction.
Pour donner un exemple de niveau 2, c'est l'autopilote de Tesla qui se situe à ce niveau-là. Alors, officiellement, il est de niveau 2, mais en pratique, il peut osciller entre le niveau 2 et le niveau 3, ce qui a posé quelques petits soucis sur la mise au point de ces véhicules. Et on entend beaucoup parler de problématiques, notamment aux États-Unis, avec de l'accidentologie sur ces véhicules-là. Donc le niveau 3, ce n'est plus le conducteur qui surveille l'environnement, c'est la technologie. Donc c'est vraiment à partir du niveau 3 qu'il y a un changement sur l'autonomie. Donc là, les véhicules sont en capacité de voir leur environnement de conduite et d'agir en conséquence. Donc le conducteur ne va servir qu'à reprendre le contrôle du véhicule quand il le veut, mais il n'est pas obligé d'avoir le contrôle en permanence. Donc c'est eyes off and off, hein, les yeux et les mains hors du contrôle du véhicule. Donc la conduite, elle peut être totalement déléguée à la machine, mais seulement dans des conditions prédéfinies, c'est-à-dire que sur autoroute, par exemple, parce que l'environnement va le permettre. Ça ne sera pas possible en niveau 3 sur des routes, des petites routes ou des centres urbains. Donc la voiture va savoir appréhender les dangers, dépasser toute seule quand le clignotant est enclenché, maintenir le cap, décélérer s'il le faut, garder les distances de sécurité. C'est de la théorie, hein, tout ça. Mais aujourd'hui, même la Tesla, elle n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Hein. Donc voilà. Niveau 4, autonomie très élevée. Donc là, c'est eyes off and off, mind off. Donc là, même le conducteur n'a plus à réfléchir. Il n'y a aucune assistance de la part du conducteur. Et là, l'autonomie, elle est totale, mais elle va pas se limiter à un périmètre, elle va uniquement se limiter à des conditions prédéfinies. Donc, par exemple, une zone géographique spéciale, un parking, une autoroute, et également des périmètres, des constantes environnementales comme les conditions météo. C'est-à-dire que, par exemple, par beau temps, on va pouvoir aller à du niveau 4, mais on ne pourra pas le faire avec des conditions météo, de mauvaises conditions météo. Voilà. Et donc, quand le conducteur va quitter ces zones prédéfinies, il sera obligé de reprendre le contrôle du véhicule. Et enfin, le niveau 5, donc là, c'est autonomie élevée complète, hein, driveless, pas du tout de chauffeur. Évidemment, c'est ce vers quoi tendent les constructeurs. Pour ma part, je pense qu'on n'y est pas encore. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Le véhicule est autonome à 100%. Et le chauffeur n'a aucune activité à faire. Bon, c'est comme pour l'instant une navette, en fait. Hein, il s'assoit, il lit son journal. Il y a plus dans ce genre de véhicule, il n'y a plus de volant, plus d'accélérateur, il n'y a plus rien, quoi. Le véhicule est entièrement autonome. Donc voilà une brève description des 5 niveaux pour bien comprendre que l'autonomie, ce n'est pas juste le niveau 5. Ça va arriver par étapes jusqu'à ce niveau-là. Alors oui, on peut monter le petit slide. Voilà. Donc là, c'est une petite synthèse qui vous est affichée pour bien comprendre l'enjeu et le rôle du chauffeur et du véhicule selon les niveaux. Vous voyez qu'on part du conducteur au niveau 0 qui fait tout jusqu'au niveau 5, le véhicule qui fait tout, quel que soit son environnement. Donc en gros, au niveau 5, on est sur un train individuel. On est sur des rails, on n'a plus rien à faire que lire le journal. J'ai bien compris qu'on n'y était pas encore. Que quand on y sera, ce sera la fin des chauffards et la fin des radars au bord de la route, parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Mais du coup, donc quand on a parlé de tout ça, maintenant, on a un peu parlé des risques tout à l'heure. On comprend bien que le risque n'est pas le même entre rentrer dans une voiture et avoir accès juste à ce qu'il y a à la voiture, et puis prendre le contrôle de la voiture. Donc, on n'a pas encore donné la parole à David. Moi, j'aimerais un peu qu'il nous parle de son approche, de comment il teste, de comment il voit l'avenir avec toutes ces interfaces et ces périphériques qui se multiplient. Et une petite question après sur laquelle on ira, mais moi, avec mon petit connecteur ODB que j'ai acheté à moins de 100 € sur Amazon, qui se connecte à mon téléphone, est-ce que je peux hacker la voiture de mon voisin ? Tu dois pouvoir hacker la tienne.
Ça, c'est déjà fait. Je vais répondre en fonction de ce qu'on voit passer, nous, dans les évaluations qu'on mène. Déjà, ce qu'on voit, c'est que dans les voitures, il y a des composants qui font vraiment que de la sécurité qui sont rajoutés. Des gateways centrales, en fait, qui vont filtrer les messages et s'assurer que un ECU à un endroit, enfin un calculateur va avoir le droit d'envoyer que tel type de message. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc ça limite certains risques. Par exemple, on parlait de l'infodivertissement tout à l'heure. Quand on prend en contrôle l'infodivertissement, même s'il y a des contrôles possibles sur d'autres ECU, il va y avoir des filtrages qui sont faits. Et ces composants-là, ils passent généralement par des phases de test. Et donc on peut s'assurer un peu de leur sécurité. Donc en prenant le contrôle de l'autoradio, je peux imposer ma musique à ma femme, mais je ne peux pas conduire à sa place. Voilà, c'est ça, si c'est bien fait. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la cybersécurité. C'est alors, pour rentrer un peu dans la technique, tous les calculateurs d'un véhicule communiquent entre eux, ou en moins en sous-réseau, on va dire ça comme ça, avec un média qu'on appelle le CAN. Et la Jeep Cherokee, c'est par là qu'en rentrant par l'infotainment, que les hackers ont réussi à pénétrer tout le réseau d'information du véhicule et à aller activer des fonctions comme l'accélération, comme le freinage, comme le volant, puisqu'il y a une direction électrique. Voilà. Donc tout l'enjeu de la cybersécurité pour le véhicule connecté, et alors qui plus est pour le véhicule autonome, puisqu'on voit qu'en plus là, il y a l'infrastructure qui est autour et qui va participer à l'autonomie, c'est de cybersécuriser tout ça. Et comme disait David, voilà, effectivement, il y a plusieurs approches ensuite pour sécuriser un véhicule. Il y a une approche qui peut être une approche 100% sécurité, c'est-à-dire qu'on met de la cybersécurité dans tous les calculateurs, auquel cas on est tranquille, mais il y a des approches plus intelligentes, on va dire, qui consistent justement à faire des analyses de risque de cybersécurité sur le véhicule et son environnement pour déduire quels sont les éléments sensibles qu'il faut protéger pour éviter que les intrusions, du moins pour éviter une intrusion par un média communicant et ne pas pouvoir aller plus loin sur les autres calculateurs. Oui, parce que je ne suis pas un expert au niveau technique, mais par expérience, je sais très bien que plus on rajoute des mesures de sécurité, plus on a tendance à ajouter du temps de traitement et que demain, dans des véhicules, quand on va vouloir tendre vers une autonomie complète, il va falloir quand même que le véhicule soit réactif. Donc, je pense qu'il y a effectivement des approches plus intelligentes. Oui, Valérie. Non, je voulais juste ajouter qu'on parle beaucoup du véhicule, mais c'est aussi tous les occupants et les données personnelles des occupants qu'il faut aussi protéger, et puis tous les éléments de l'écosystème, du dispositif de mobilité intelligente qui est autour, qui convient de protéger, en plus du piratage pour mettre la musique que tu préfères vis-à-vis de celle de ta femme, et la prise de contrôle à distance du véhicule pour éviter de s'en servir comme une arme, en fait. Non, mais... Oui, juste la relation entre le 5G et le véhicule autonome, elle est très forte, puisque pour que le véhicule puisse communiquer avec son environnement, le V2X, il va falloir des médias de communication très rapides, avec peu de latence. Parce que vous imaginez bien que, par exemple, pour détecter un véhicule qui freine devant ou un feu qui passe au rouge, si ça met 10 secondes entre je passe au rouge, parce qu'il ne faut pas oublier que ça passe par les satellites, donc je passe au rouge, j'envoie l'info que je passe au rouge, le véhicule le reçoit 10 secondes après, ça ne va pas le faire, il ne va pas pouvoir s'arrêter. Donc c'est pour ça que le 5G est nécessaire sur tout ce qui va être véhicule autonome. Il faut de la puissance, il faut de la rapidité, il faut des latences très faibles et du taux de service, de la disponibilité. Ah non, je voulais juste ajouter, et en parlant effectivement de 5G, et peut-être pour faire le lien avec ce que va ajouter David,
Nous, les réseaux 5G vont être de plus en plus sécurisés. Donc, ça fait partie des normes 3GPP. C'est le 3GPP qui régule un peu tout ce qu'on déploie en termes de réseaux mobiles. Alors, ça ne veut pas dire que les réseaux 4G ne l'étaient pas. Ça veut dire que les réseaux 5G, la sécurité va être renforcée. Elle va être renforcée sur 4 axes, notamment. Donc, on va chiffrer les IMSI. Les IMSI, c'est les identités secrètes et internationales des abonnés. Donc, elles vont être chiffrées en 5G. Elles ne l'étaient pas forcément avant. Ce qui va peut-être poser problème d'ailleurs à d'autres entités pour pouvoir les déchiffrer, puisque maintenant c'est sous le contrôle aussi des opérateurs. On va protéger les données et les messages, les contenus des messages avec de l'intégrité. Donc on va aussi rallonger les clés de chiffrement pour que ce soit encore plus difficile de hacker un système. Et puis on va protéger les signaux, notamment en situation de roaming. Donc on va juste faire en sorte que ça devienne de plus en plus difficile de hacker un véhicule ou de pouvoir s'introduire par un véhicule. On sait très bien que, alors je ne sais pas David si tu es d'accord, mais quand un pirate informatique veut hacker un objet connecté ou un système ou autre, il va juste voir combien de temps il va y passer, combien d'argent il va dépenser pour le faire, quels sont les risques encourus, et puis après quels sont les bénéfices. Et derrière, si c'est plus ou moins sécurisé, il passera à autre chose. Ouais, donc ça, c'est effectivement par rapport à la motivation du hacker. C'était l'atelier de ce matin quand on parlait de risque. Donc maintenant que je sais que ma playlist va être chiffrée, sécurisée, je suis tranquille. Mais du coup, moi, j'avais justement les questions un peu techniques pour David. Par rapport à l'expérience que tu as, par rapport à ce que tu as déjà fait, quel est le mode opératoire le plus efficace en fonction des besoins et qu'est-ce qu'il faut, par où on passe aujourd'hui quand on veut hacker une voiture? Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui les constructeurs protègent en premier en fait? Parce qu'on a bien compris, il y a eu des évolutions, il y a des filtres qui sont rajoutés pour protéger les calculateurs, pour protéger des fonctions vitales. Mais du coup, il doit rester encore quelques éléments. Tu l'as prouvé avec le challenge de Tesla. Comment ça se passe? Quelles sont les démarches? Quels sont les points d'entrée aujourd'hui qui doivent progresser encore en termes de sécurité? Et qu'est-ce qui va se passer en fait sur l'avenir avec justement cette multiplication de connectivité qui va arriver? Déjà, le plus intéressant pour un attaquant, ça va être là où il y a le plus d'interfaces. Pour l'instant, la plupart des réseaux qui sont dans une voiture, ils sont là pour se divertir. Il n'y a pas beaucoup d'interconnexion avec les autres voitures, etc. Donc, c'est le système d'infodivertissement qui est intéressant. Et puis surtout, lui, il va être interconnecté avec d'autres éléments de la voiture. Typiquement, je ne sais pas, pour suivre votre consommation, pour vous dire votre note d'éco-consommation à la fin de votre trajet et tout ça. Donc, c'est lui qu'on regarde en premier. Et lui, il est assez dur à sécuriser parce qu'il va héberger tout un tas d'applications. Typiquement, dans une Tesla, vous allez pouvoir regarder Netflix à côté du bouton pour allumer les essuie-glaces. Donc, c'est assez compliqué. Ce que moi, j'ai pu voir chez Tesla, c'est qu'il y a quand même un énorme effort qui est fait pour faire de la ségrégation d'applications. Et donc, pour vraiment isoler ces applications, même si elles tournent sur un même calculateur. Et après, il y a un gros travail aussi pour essayer de limiter tous les messages qui peuvent être envoyés à d'autres calculateurs au travers de la gateway dont je parlais tout à l'heure. Et donc, vraiment, ils vont filtrer que ce qui est essentiel. Donc, allumer les essuie-glaces, on va avoir le droit de le faire parce que c'est la fonctionnalité qu'ils ont implémentée sur l'écran. Mais par contre, si vous voulez déclencher les freins, ça ne sera pas possible. D'accord, donc ça c'est sur l'état aujourd'hui, mais d'après toi et d'après ton expérience, demain, si on considère que le véhicule est au niveau 5 dont on parlait tout à l'heure, cette fonction-là, quelque part, elle devrait pouvoir être déclenchée par le calculateur de freiner la voiture. Est-ce qu'on va augmenter le risque ou est-ce que le secteur automobile va monter en maturité et en protection sur tous ces éléments? Puis après, je demanderai peut-être la même chose à Laurent, son avis. J'ose espérer que ça sera sur un calculateur dédié et que ça ne sera pas hébergé sur un calculateur qui fait autre chose à côté, et encore moins celui qui vous permet de regarder Netflix. Voilà, et puis que celui-là, pareil, il soit filtré correctement. Oui, on voit de plus en plus apparaître dans les architectures véhicules, même si nous, on le découvre par nos clients, puisqu'on n'est pas OEM, mais on voit de plus en plus apparaître des gateways, comme disait David, c'est-à-dire des espèces de gros filtres de communication
qui permettent de bloquer dès le départ d'éventuels accès à d'autres calculateurs plus enfouis du véhicule. C'est une stratégie de cybersécurité et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça parce qu'on ne pourra pas sécuriser à moindre coût tous les calculateurs du véhicule. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens techniquement parlant, quoi. Il faut vraiment que l'architecture du véhicule soit étudiée pour bloquer les attaques au bon niveau, quoi. Donc, on a évoqué tout à l'heure un peu le sujet précurseur de véhicules de secours qui se baladeraient dans la ville et qui, en fait, sur son trajet, ferait passer tous les feux au vert pour limiter ses actions. Du coup, tu as évoqué potentiellement ce que pourrait donner une attaque sur ce système-là qui, le véhicule pensant que tout est vert, foncerait et qu'à un endroit, il y aurait un croisement tout vert. Mais moi, j'avais une autre question et donc, pour toi, Laurent, et peut-être pour toi aussi, David, en termes de... Est-ce qu'on est purement dans la science-fiction en se disant mais demain, si tout le monde ne se met pas d'accord sur comment je mets mes fils de sécurité, d'un véhicule à un véhicule, est-ce qu'il y en a un qui pourrait servir à attaquer l'autre parce que justement, il n'aurait pas les bonnes passerelles, il n'aurait pas les bons filtres en envoyant un mauvais signal à une autre voiture Science-fiction, réalité, possible, votre avis ? Alors moi, je revois pas trop les normes, etc. Donc je regarde vraiment que les implémentations. Mais je sais que c'est un problème extrêmement complexe de faire confiance aux données qu'on va recevoir de véhicules, d'autres véhicules, parce qu'il va falloir faire confiance à d'autres parties et truster ces... Voilà. Oui, ou alors il faut qu'on ait que des Tesla ou que des Renault pour rester français. Non, mais justement, dans les règlements européens où vont être soumis les constructeurs et les standards associés, ça va servir justement à s'assurer que le véhicule est sécurisé, puisqu'il y a une homologation derrière. Ça veut dire que si le véhicule ne respecte pas tout ce qui a été défini dans le règlement et n'a pas appliqué l'état de l'art en matière de cybersécurité, il ne pourra pas être homologué. Donc, en théorie, on devrait de toute façon aller vers des véhicules de plus en plus sécurisés. Voilà. Après, pas trop comment ça va se passer, hein. Ça reste des techniques. Je pense que le gros enjeu, c'est la course entre justement les hackers, on va dire, et les techniques que l'on peut mettre dans les véhicules pour les contre-mesures pour contrecarrer les types d'attaques. On parlait tout à l'heure de quantique. C'est aujourd'hui un vrai enjeu parce que la puissance de calcul va devenir de plus en plus forte pour arriver à déchiffrer des clés ou des secrets et donc prendre la main sur un système. Il faut que les techniques aussi de puces, on va dire, qu'on embarque dans les calculateurs, soient capables de résister à ces forces de calcul brutes. Donc voilà, c'est un vrai challenge. C'est une course en fait entre ce que sont capables de faire les hackers et ce qui est capable technologiquement de ce capable d'implémenter pour avoir toujours un coup d'avance en fait, c'est ça, hein, par rapport aux capacités de calcul qui sont de plus en plus fortes. Donc moi j'ai de nouveau une petite question pour David. J'aime bien lui poser des questions. Pour revenir un peu plus dans le présent, dans l'état actuel des choses. Et par rapport à ma question un petit peu de tout à l'heure avec mon connecteur ODB, aujourd'hui, pour réellement hacker un système automobile, quels sont un petit peu le type de compétences ? Est-ce que c'est à la portée du premier venu qui a lu un tuto sur Internet ? Et ensuite, quel est, dans la majorité des cas et dans l'expérience que tu as eue, est-ce qu'il faut d'abord réussir à rentrer dans le véhicule pour faire quelque chose de sérieux ? Est-ce que ça peut être fait à distance par rapport au système qui s'ouvre un peu plus ? Quel est ton avis sur l'état actuel des choses ? Déjà, pour revenir sur la prise ODB2, là, nous, chez Synactive, on voit de plus en plus passer des calculateurs qui n'ont pas d'interface directe avec l'extérieur. Donc même depuis la prise ODB, le risque est considéré par certains constructeurs. Et travaillent dessus pour limiter l'impact.
Voilà, après la suite. C'était en gros le niveau de compétence qu'il faut. Est-ce que c'est Ouais. possible pour Jonathan, 16 ans, qui lit Hack Magazine ou est-ce qu'il est capable de hacker une voiture ou est-ce qu'il faut un peu plus de compétences? Et l'autre question, c'était est-ce qu'il faut forcément être proche, voire dans le véhicule, ou est-ce que ça peut se faire complètement à distance avec des systèmes qui sont justement connectés, plus ouverts? Je vais répondre avec mon expérience sur Tesla. Moi, la rétro-ingénierie et la recherche de vulnérabilité, c'est quelque chose que je fais toute la journée. Et j'ai mis quasiment 1 an avec un collègue à réussir à faire ça. Donc c'est quand même, il faut un investissement important. Enfin, c'est pas 1 an complet, hein, mais c'est du travail à la maison. Je vais préciser que Synactive, c'est pas les premiers venus et que vous n'êtes pas des débutants. Voilà, donc c'est pas facile non plus. Et donc plutôt sur le véhicule ou à distance? Et là, dans le cas de Tesla, nous, ce qu'on a montré, c'est via l'interface Wi-Fi. Sur les Tesla, en gros, elle se connecte dès qu'elle peut pour rechercher des mises à jour, etc. Et donc, si on passe à côté, à distance du Wi-Fi d'une voiture, et on peut faire ce qu'on a montré, qui est maintenant corrigé, bien sûr, vu que Tesla a pris en compte. Ouais. Donc en gros, faut quand même une proximité. En plus, on va faire confiance à STFR et à ses confrères pour sécuriser la partie 5G. Donc il faudra forcément être proche du véhicule. Ça limite déjà un peu le. Ouais. Après, les risques. là, c'est vraiment un exemple d'interface. Hein. C'est le Wi-Fi. Donc on peut quand même envisager, je pense, quasiment 1 kilomètre, quoi. Donc c'est proche, mais sans l'être non plus. Et après, il y a la radio numérique aussi, qui est une entrée. Et là, la portée est beaucoup plus importante. Oui. C'est vrai qu'on va avoir quand même de plus en plus d'entrées sur tous ces véhicules. Donc, il nous reste une petite vingtaine de minutes, c'est ça. On va peut-être essayer de passer aux questions-réponses ou si vous avez des choses à ajouter. Je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on voulait. Juste pour répondre à la question, puisque c'était le sujet, est-ce que le véhicule du futur est sécurisé ou non? Alors, le véhicule actuel, ça progresse, mais c'est clair que c'est un début, donc il n'est pas forcément très sécurisé. Les réglementations et standards qui sont parus au niveau européen ou les guidelines au niveau des États-Unis contribuent et vont contribuer à accélérer la cybersécurité des véhicules. Donc je pense qu'effectivement le véhicule du futur sera de plus en plus sécurisé. Et de toute façon, quand on arrivera sur des véhicules autonomes, je pense qu'on n'aura pas le choix. Puisque là, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas quelqu'un qui s'amuserait à prendre le contrôle à distance d'un véhicule, c'est quelqu'un qui se mettrait dans l'environnement du véhicule, donc avec beaucoup plus de points d'entrée, hein, de surface d'attaque. Donc il faudra absolument qu'il y ait une sécurité forte sur ces véhicules-là. Très bien, oui. Valérie? Pareil, peut-être une petite conclusion. Donc, je suis d'accord avec toi. Le véhicule d'aujourd'hui, il n'est pas forcément sécurisé. Celui de demain, il le sera beaucoup plus. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Tu l'as dit sur l'Europe. On le voit aussi au niveau de l'ANSSI, au niveau de la CNIL. Donc, pour sécuriser de plus en plus. Et puis, on va surtout avoir besoin de collaboration et de coopération avec tous les acteurs, je pense, pour s'assurer que chaque élément de l'écosystème ou du véhicule ou du réseau puisse être sécurisé. Je pense que comme tout le monde et comme vous aussi, on fait des audits réguliers sur nos réseaux. On a une vigilance permanente pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion et que justement, si c'est hacké, ce sera plutôt du Wi-Fi qu'un réseau mobile. Tant qu'à faire. David, un petit mot pour conclure? Pour moi, je dirais que je suis plutôt pressé de voir les voitures arriver avec de la communication entre voitures, parce que ça va ouvrir une surface d'attaque très intéressante avec quelque chose qui est techniquement difficile à implémenter. Voilà, donc très je de voir ça. Je te sens joueur. Alors nous, on peut prêter des cartes SIM de test, mais pas des voitures de test, hein, par contre. Donc, on va passer aux questions-réponses. Et juste pour dire, on a plusieurs fois évoqué les réglementations qui arrivent sur les véhicules autonomes. Si vous avez loupé la table ronde précédente sur la sécurité des produits, je vous invite à la voir quand elle sera disponible en replay. Il y a des questions en ligne ? Oui, j'en ai même deux. Première question. Est-ce qu'un véhicule plus sécurisé est également moins polluant et plus responsable ?
Oula, donc je répète la question pour ceux qui sont en ligne. Donc, c'est est-ce qu'un véhicule plus sécurisé est un véhicule moins polluant, c'est ça? Donc, moins polluant et plus responsable. Je ne sais pas si nous sommes les meilleures personnes pour parler de cette partie-là. Laurent, c'est toi qui es le plus proche du produit. Je vais te laisser répondre. Alors, ça n'engage que moi, hein, mais la notion de pollution et de sécurité, je pense qu'il n'y a pas trop de lien. Enfin, je ne le vois pas directement comme ça, puisque si on parle de véhicules électriques, par exemple, aujourd'hui, c'est pas parce que le véhicule est électrique ou thermique que la cybersécurité est assurée. Ce sont deux choses différentes. Et la responsabilité, alors c'est quoi? Éco-responsable ou responsabilité? Non, je pense que honnêtement, pour moi, il n'y a pas vraiment de lien entre la cybersécurité et la responsabilité ou l'environnement. C'est juste un lien. La cybersécurité va amener de la safety, en fait, hein, de la sécurité des biens et des personnes. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. Alors, juste avant qu'on prenne les autres questions, moi j'avais peut-être juste un point de vue peut-être constructeur. Tu viens de parler de véhicules thermiques et de véhicules électriques. Mon impression, moi, c'est que justement les véhicules électriques qui avaient besoin de beaucoup plus d'électronique embarquée peut-être que ce qu'il y avait avant, ont amené un changement, ou c'est juste une impression de l'utilisateur et qu'il y avait déjà beaucoup d'électronique dans les autres véhicules? Il y a un peu plus d'électronique, mais on va appeler ça plutôt l'électronique de puissance, hein, pour la chaîne de traction. Donc forcément, il y aura aussi de la nécessité de sécurité sur ces nouveaux composants, bien sûr. Mais c'est le même paradigme, hein. C'est la même chose que sécuriser un calculateur d'entrée-sortie ou un calculateur d'infotainment. C'est les techniques de sécurité, on ne va pas en parler là parce qu'on va rentrer dans certains débats, mais elles sont bien connues maintenant en matière de logiciels et d'électronique pour sécuriser les choses. D'accord. Il y avait une autre question en ligne avant qu'on passe aux questions de la salle? Est-ce que démarrer une voiture à distance est vraiment faisable? Bon, pareil, on va demander aux professionnels. Moi, à titre personnel, alors je démarre pas vraiment la voiture, mais je démarre la clim de ma voiture à distance. Et je sais qu'il y a des voitures électriques aujourd'hui qu'on peut effectivement démarrer à distance. Mais un peu plus de détails peut-être Ouais, je peux répondre déjà dans le cas de la Jeep qui était évoquée. Je pense que c'était possible de faire ça. Après, même si c'est filtré, dans le cas de la Tesla par exemple, si on est capable de rentrer dessus à distance, on va pouvoir faire beaucoup de choses comme ouvrir les portes par exemple, parce qu'il y a la fonctionnalité qui est hébergée sur le système d'infodivertissement, ouvrir les fenêtres, etc. Donc peut-être pas démarrer le moteur, mais on va pouvoir quand même faire pas mal d'actions. Oui, je peux faire un petit complément là-dessus. C'est pas de la science-fiction, démarrer un véhicule à distance, puisque aujourd'hui, il y a possibilité, par exemple, sur du haut de gamme, du véhicule haut de gamme, avec son smartphone, de faire démarrer le véhicule depuis chez soi pour, par exemple, qu'il préchauffe avant de partir le matin. Donc, c'est pas de la science-fiction. Là où la cybersécurité est importante sur ce genre de fonction, c'est justement que ce soit uniquement le propriétaire du véhicule qui puisse le faire et pas quelqu'un qui passerait dans la rue à côté avec son smartphone. Et c'est là où intervient la cybersécurité. Ouais. J'ai mangé ma question, mais c'est pas grave, elle reviendra peut-être. Du coup, tu avais une question, oui. Donc je vais répéter la question pour ceux qui sont en ligne. La question dans la salle, c'est est-ce que la connexion à la 5G est un prérequis à l'arrivée des véhicules autonomes? Moi, bien sûr, je dirais que pour certaines fonctions, oui, absolument. Je préfère que ce soit que j'évite de percuter ma grand-mère en 5G plutôt qu'en 4G ou en 3G. Ou sur des réseaux qui vont être un peu moins rapides. Donc je dirais pour une vraie autonomie d'un véhicule, la 5G est extrêmement importante dans tout ce qu'on a évoqué, dans la latence, dans le débit, dans la puissance de calcul, dans toute l'intelligence artificielle qui va être embarquée. Donc quand je vois E sur mon téléphone, je m'arrête, c'est ça?
Après, ça dépend avec quoi le véhicule va interagir. Quand on sera en ville, il n'y aura pas de problème pour interagir avec les infrastructures, avec les piétons, avec l'écosystème. Effectivement, un véhicule sur le plateau du Larzac, sur la 75 ou la 71, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faudra certainement potentiellement des backups via le satellite, puisque je ne suis pas sûr que les opérateurs couvrent 100% du territoire à un moment donné. Il va y avoir une équation économique à faire. Et en plus, alors, il y aura peut-être du coup un dispositif ou un système de véhicule à véhicule. Et là, les véhicules à véhicule n'ont pas besoin d'un opérateur pour se parler entre elles. Donc en fait, on en revient un petit peu aux différents niveaux d'autonomie. Le niveau 5, toutes les routes, on n'y est quand même pas encore. On aura besoin forcément de rapidité dans les communications pour tout ce qui est V2X. Ça, on n'y coupera pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du V2X avec les capacités techniques de communication qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je crois qu'il existe un seul composant aujourd'hui qui est capable d'embarquer les profils de protection qui sont en cours d'élaboration du V2X, un seul HSM. Donc voilà, on n'y est pas encore sur la full autonomie. Oui. Pour David, spécifiquement, est-ce que vous avez regardé si les Jeeps sont sécurisés maintenant? Donc je répète la question qui est à destination de David, qui est est-ce que, vu qu'on a un peu parlé de l'épisode Jeep, et d'ailleurs si un de vous deux, comme vous en avez parlé, peut donner à peu près la date ou l'année approximative où ça avait été fait. Mais donc la question c'est est-ce que les Jeeps d'aujourd'hui, maintenant, suite à cet incident, sont sécurisés? Alors, moi, je ne les ai pas regardés spécifiquement. Mais a priori, d'après le chercheur qui a fait ça, maintenant, il y a également une gateway qui est en place. Donc, petit appel à Jeep, si vous avez besoin de vérifier, David est disponible. Et donc, sinon, c'était par rapport à la question, c'est Sébastien qui a dit 2015, c'est ça? Non, parce que je ne sais pas si ils ont entendu. Oui, la voilà. Jeep Cherokee, c'était en 2015, oui, effectivement. Voilà. Et à cette époque-là, on ne parlait vraiment pas du tout de cybersécurité automobile, automotive. Très bien. Pas d'autres questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Donc je vais reformuler la question qu'on a dans la salle. C'est vrai qu'on a été très focus sur les véhicules autonomes et on a plutôt parlé de véhicules personnels, individuels. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut retrouver le même genre de risque et les mêmes cyber-risques sur un véhicule de transport en commun? Ah oui. La réponse est oui. Il n'y a pas de différence pas de différence technique entre un véhicule, une voiture, un camion ou un bus. Ce sont des calculateurs à l'intérieur qui sont connectés les uns aux autres par un réseau multiplexé et qui gèrent les fonctions du véhicule. Donc la topologie est la même. Donc il n'y a aucune raison. S'il n'y a pas de cybersécurité active dans un bus, il y aura les mêmes dommages que pour un véhicule. Je dirais que même c'est pire parce que ça fait plus de dégâts puisque c'est plus lourd et il y a plus de monde à l'intérieur. Voilà. Donc oui, là c'est pareil. Et sur l'autonomie, justement, si on parle des bus ou des navettes, il y a de plus en plus d'expériences sur des navettes autonomes. Alors aujourd'hui, on doit être au niveau, je pense que c'est certaines routes, on doit être entre le 2 et le 3, puisque ce sont sur des routes fermées, par exemple sur les aéroports ou des circuits bien prédéterminés, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les autres véhicules en cas de problème. Mais sur ça, on est même sur des tests qui ont été faits au-delà, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a certains minibus qui ont été sans chauffeur. On en a eu pendant un temps, oui, puis ici, sur les allées, je sais qu'il y a des campus américains qui ont aussi ce genre et je crois qu'on en a peut-être en France aussi, qui ont déjà ce genre de choses. Et là, on est effectivement sur des véhicules qui sont... on n'est pas sur du niveau 5 parce que c'est pas n'importe où, mais on est vraiment sur des parcours ciblés.
mais on est sans chauffeur direct. On monte effectivement dans le niveau d'autonomie sur ce genre de choses. Ouais, ça correspond parfaitement à la description, je pense, du niveau 3, 2 ou 3. Et là aussi, la cybersécurité est importante parce que c'est pas parce qu'on est dans un environnement protégé qu'on ne peut pas faire des dégâts. Et donc, notamment avec les prises de main à distance, voilà, on peut avoir les mêmes problèmes. Oui, je sais que sur ces véhicules-là, normalement, il y a une vitesse qui est quand même très réduite, histoire d'éviter qu'il y ait trop de problèmes. Mais effectivement, vu que potentiellement la vitesse est bridée aussi électroniquement, si le véhicule est piraté, elle peut aussi être débridée, je suppose. Donc voilà, on a quand même ces risques-là. Et du coup, oui, le cyber-risque est le même sur un véhicule à plusieurs, ou enfin public ou de transport ou individuel. Oui, une autre question ? Donc je vais juste reformuler pour les personnes en ligne. Donc la question de la salle, en fait, on a aujourd'hui majoritairement le réseau de communication au sein du véhicule, c'est un Buscan. Donc du coup, la question était pour arriver ou se rapprocher du niveau 5, est-ce que ça passe aussi par une révolution dans le milieu automobile et soit de remplacer, soit de multiplier le type de réseau et de ne pas avoir que le réseau CAN? Je pense que le réseau CAN a encore une belle vie devant lui, parce que c'est un standard. Après, cybersécuriser du CAN, c'est possible. Il y a des techniques maintenant, qu'elles soient hardware. Nous, chez Actia, on commence à mettre des transceivers sécurisés. Alors, ce n'est pas 100% sécurité, mais ça apporte déjà du filtre hardware sur les trams, etc. Et on peut aller jusqu'à du chiffrement de données aussi sur le Buscan. Donc je pense que le CAN a encore une belle vie devant lui. Je ne vois pas d'autres médias qui seraient plus sécurisés qui pourraient remplacer. Et deuxièmement, c'est tous les résultats des analyses de risque, c'est qu'on va couvrir ce risque effectivement de piratage du CAN par des gateways, avec des sous-réseaux qui seraient plus difficilement pénétrables. Et ça va. En cybersécurité, quand on n'a pas une solution immédiate où ça, c'est pas cybersécurisé, on change tout. Non, il y a des moyens par rapport à l'architecture globale pour sécuriser tout ou partie d'un réseau. Voilà. Donc, mais le CAN, pour moi, c'est pas fini. Donc, David, est-ce que tu aimes jouer avec les réseaux CAN ou pas ? Oui, dans le cas de la Tesla, là, par exemple, on a rebondi de l'infotainment du coup sur la gateway pour envoyer des messages. Donc oui, c'est intéressant à étudier. Une autre... Cœur, ils aiment bien le Buscan, ils connaissent très bien. On a une autre question dans la salle. Qui vont, eux, permettre de sécuriser l'interface, mais qui, du coup, vont pouvoir revenir à ça. La question est pour Laura, mais pour David aussi, en disant, est-ce que déjà, dans les scénarios de hacking, vous avez intégré le fait que ça peut être plus intéressant d'aller pirater un élément de confiance qui va, lui, pouvoir communiquer avec le véhicule, parce que finalement, ça permet de... Donc, je vais reformuler la question pour ceux qui sont en ligne. En fait, la question est plutôt, on a beaucoup parlé de la sécurité du véhicule et la question est, est-ce que le maillon faible de demain ne va pas être justement toutes les infrastructures qui vont interagir avec le véhicule? Donc là, je vous laisse répondre. Parce qu'on a beaucoup parlé, Laurent, de David, mais je pense que Valérie doit aussi avoir une idée là-dessus, puisqu'elle fait partie des acteurs qui permettent ces interactions. Ouais, je donne juste un élément de réponse à Sébastien. C'est un test, Sébastien? Non, mais j'ai parlé tout à l'heure des feux rouges, par exemple.
Clairement, c'est vrai que si on attaque un feu rouge, pour le faire passer au rouge alors qu'il était au vert, on va faire de l'accidentologie, donc générer un risque et arriver à faire de l'accidentologie sans s'attaquer au véhicule. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue. Après, je laisse mes collègues. Donc, David, rapidement, puisqu'on arrive au Ouais. bout. Pour les serveurs de mise à jour, c'est un risque, en tout cas pour ce que j'ai vu, qui est contrôlé en partie. Les données qui sont reçues, elles vont être vérifiées. Donc il va falloir être capable de les signer de l'autre côté pour que la voiture les accepte. Donc il ne suffit pas de prendre en main le serveur, il va falloir aussi prendre en main la chaîne qui permet de signer ces éléments. Voilà. Très bien. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Valérie, on va conclure. Et pour les personnes qui sont dans la salle, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Enfin, surtout eux.